le centre hospitalier de Morteau, qui nous fait aussi l'honneur de nous proposer un retour d'expérience. Alors cette fois-ci, sur une thématique qui n'est effectivement pas évidente non plus, qui est sur la prévention de la maltraitance. Bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer par les présentations. Donc, moi, je suis Anne Marchand, la responsable qualité prévention des risques à l'hôpital de Morteau. Et Jean-Marie Chanidet, je suis coordinateur des soins du centre hospitalier de Morteau. voilà. Et donc, on illustre bien le travail en équipe, en fait, parce qu'on vient en équipe, on travaille en équipe au quotidien. Donc, voilà. C'est vraiment un des points qui se décline sur toute la journée. Et justement, ce qu'on va vous présenter sur le travail qui a été mis en place par Jean-Marie sur la prévention du risque de maltraitance, c'est vraiment avoir à l'idée, c'est un travail sur du long terme et c'est un travail d'équipe, comme il va vous le présenter. Mais avant ça, on va peut-être commencer par une présentation de l'hôpital de Morteau, parce que tout le monde ne nous situe peut-être pas. Morteau, généralement, on connaît par la gastronomie, mais on ne le situe pas forcément bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Morteau, il est situé au cœur du pays horloger et à proximité immédiate de la frontière suisse. Ça sous-entend plein de choses, mais quand on est à moins de 10 km de la frontière, eh ben, c'est important pour notre petit établissement d'avoir une dynamique, un management d'établissement qui soit dynamique et justement de faire en sorte que les professionnels se sentent bien impliqués dans l'établissement. Donc on est un établissement public proposant une offre de soins de proximité et d'hébergement pour personnes âgées. Et on a été labellisé hôpital de proximité depuis décembre 2021. L'organisation au centre hospitalier, donc on est organisé en 3 parties principales. La partie soins médicaux avec 20 lits de médecine, 22 de SMR. On propose également des consultations avancées et un hôpital de jour. Donc les consultations avancées, c'est en lien avec l'hôpital de Pontarlier, puisqu'on est en direction commune avec l'hôpital de Pontarlier. Pour la partie soins aux personnes âgées, on a une grosse partie d'EHPAD avec 2 unités qui représentent 96 lits. Une partie USLD, donc le secteur sanitaire sur 30 lits. On a également de l'accueil de jour pour 10 places et on propose également le PASA pour les résidents d'EHPAD. La partie soins à domicile avec le SIAD où on a 55 places en SIAD. Ce qui est important aussi de signaler, c'est au niveau du corps médical. Nous n'avions pas jusqu'à l'année dernière de médecins salariés. Donc on fonctionnait uniquement avec des médecins libéraux, il y en a 13 qui interviennent sur l'hôpital. Et depuis l'année dernière, justement, on a eu une candidature spontanée d'un gériatre. Donc, d'où l'intérêt, justement, d'avoir un établissement qui soit dynamique et qui attire. Voilà, on a accepté sa candidature avec grand plaisir parce que, vu le profil des patients qu'on accueille, une candidature de gériatre sur notre centre hospitalier, c'était parfait. Donc, ça fait même pas encore 1 an qu'il est là, puisqu'il est arrivé en début de novembre 2023. Donc voilà pour le décor. Maintenant, donc, au niveau de l'établissement, on est certifié haute qualité des soins. Notre visite de certification a eu lieu en novembre 2023. Donc c'est la partie en vert, avec la présentation des résultats sur les 3 chapitres. Et on vous présente aussi les résultats, puisque en juillet 2023, l'année 2023 a été intense chez nous. Nous avons eu également les évaluations externes du secteur médico-social. Et comme le référentiel est également présenté en 3 chapitres à l'identique que le référentiel de l'HAS pour le secteur sanitaire, c'est intéressant de communiquer sur ces résultats de manière homogène. Et alors, on est tellement homogène que vous voyez nos résultats, on est à 96% tout le temps, que ce soit secteur sanitaire ou médico-social. Bon, alors, tout à l'heure, on a dit qu'on n'aimait pas trop les chiffres, mais nous, voilà, on a retenu 96%. Alors, c'est vrai que le secteur médico-social, on parle normalement de notation sur 4, mais alors le 3,84 sur 4, ça parlait à personne. Donc, on l'a converti en pourcentage. Et un petit focus aussi, on est quand même fiers parce que c'est un travail sur le long cours. On est à 100% sur la partie les équipes de soins pour la certification sanitaire.
Et on n'a pas à rougir non plus sur le secteur médico-social, puisqu'on a eu des résultats à 99% pour la partie EHPAD et accueil de jour, et 99,5% pour la partie SIAD. Donc c'est pour vous dire aussi que la démarche qualité, elle est ancrée depuis des années à l'hôpital de Morteau. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'hôpital. Donc voilà. Maintenant, je laisse la parole à Jean-Marie, qui va vous parler un petit peu plus de la démarche sur la prévention du risque de maltraitance. Bonjour à tous. Donc en fait, je voulais rebondir aussi par rapport aux paroles d'accueil de M. Coiplet, de l'ARS, que les soins, ils doivent être sûrs, bienveillants et de qualité, au service des usagers. Et en fait, nous, dans nos hôpitaux, c'est tous les jours, quoi. Donc tous les jours, ça veut dire qu'un travail au quotidien avec l'encadrement, la direction, avec le service qualité, par rapport au travail qu'on doit mettre en place, par rapport aux attentes, par rapport aux exigences. On doit toujours, tous les jours, on travaille. Et il n'y a pas une instance ou un lieu de travail où, quand on réfléchit ensemble, on pense au niveau de la qualité et au niveau de quelles sont les attentes qu'on nous demande. Comme ça, on associe les deux et on gagne du temps. Voilà, on va gagner du temps là-dessus parce que dès qu'on se pose des questions, on se dit quelles sont les attentes. Et en fait, on travaille sur les deux axes en même temps. Et puis, donc, en fait, c'est un travail au quotidien. Je vous avoue que pour préparer la certification, eh ben, c'est à peu près 1 an et demi. On reprend tous les éléments, mais comment on y travaille au quotidien, c'est là qu'on peut comparer où on en est et quelles sont les attentes. Et en fait, pendant les 14 mois là, avant la certification, ben, on dit où on en est, là on est bon, là on n'est pas bon, quelles sont les attentes. On a 1 an et demi pour travailler dessus et puis pour corriger un petit peu le tir, quoi. Voilà. On va aborder donc la thématique du jour donc, par rapport à la bientraitance. Donc en fait, nous avons été sollicités comme dit, on va commencer déjà par le travail avec l'Eureka. On travaille avec l'Eureka depuis très longtemps. Et en fait, le sujet de la maltraitance avait été débuté par mon prédécesseur en 2011. Donc en fait, ça date. Hein. Et quand je suis arrivé au CH de Morteau en 2013, on avait mis en place la charte de bientraitance donc en 2014. Voilà. Donc on vous a présenté un petit peu le décor. Et puis donc maintenant, on va aborder donc, le sujet réel au niveau de la bientraitance, comment on a développé tout ça. Donc c'était une proposition, une initiative du RECA, qui recherchait des établissements qui voulaient s'impliquer dans un groupe de travail avec une cartographie des risques sur la bientraitance. Donc nous, on s'est concerté au niveau de la direction, au niveau de l'encadrement, et de savoir si c'était quelque chose sur lequel on voulait se positionner et puis progresser et travailler. Au départ, c'était un petit peu flou, bientraitance, non-maltraitance, dans les propos. Mais en fait, on a vraiment tous envie de se questionner par rapport à ça, parce que ce n'était pas vraiment clair. Et en fait, on a décidé d'y consacrer du temps, et puis en fait, de pouvoir se lancer dans ce projet. C'était avant le Covid, donc on avait une stabilité dans nos effectifs, une stabilité dans le travail, on avait une qualité des soins qui était déjà bien avancée, et en fait, on avait tous envie de faire mieux. Donc, on a commencé, on a validé au 7 juin 2019 avec la direction Alreca. Je tiens à saluer aussi l'accompagnement qu'on a eu de Mme Boucard et de Mme Huguenot du RECA par rapport à ça. Ensuite, vous voyez qu'on a travaillé au niveau de cette volonté de mettre en place une dynamique autour de la maltraitance. Le RECA nous a présenté son outil et en fait, on a validé ensemble les principes de travail tous ensemble pour pouvoir œuvrer pendant ça, pour ce sujet-là. Et donc, au mois de décembre 2019, le groupe de travail était formé et en fait, on a pu lancer le groupe de travail, ce qu'on appelle le GT, bientraitance, au sein de l'établissement. Voilà, donc on a commencé les premières réunions avec des formations organisées par le RECA. Avec les personnes précitées qui nous ont formés à l'outil. Voilà, merci. À l'outil. Et ensuite, on a donc commencé à travailler de façon très régulière
très régulière, décembre, janvier, février 2020 et en mars. Donc le Covid est arrivé et en fait le travail, bien sûr, comme tous les autres établissements, a été mis en stand-by. Donc les 3 réunions de groupe de travail prévues en 2020 ont été annulées. Et puis en fait, on avait reprogrammé 3 dates pour 2021 parce qu'on était optimiste. Et en fait, on a été rattrapé comme vous tous, par rapport au post-Covid, au cluster, qui nous ont quand même beaucoup mobilisés. Et en fait, on n'avait pas le temps de travailler sur ce groupe de travail. Alors, ce qui est important à souligner aussi à ce niveau-là, vous notez dans le groupe de travail, constitué d'infirmières, d'aides-soignantes, cadres de service, psychologues, coordinateurs des soins. Comme vous le voyez, la qualité, elle n'y est pas. Parce que la qualité, tout le monde s'est imprégné de la démarche qualité. Donc c'est réellement Jean-Marie, en tant que coordonnateur des soins, qui a porté le projet à part entière. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Alors c'est pas pour autant qu'on ne travaille pas en équipe, mais voilà, c'est vraiment, on est dans une démarche où les professionnels de l'établissement se sont complètement appropriés la démarche. Donc en situation, donc on a en 2021 reprise progressive d'une activité normale, 2022. Donc en 2022, on a décidé de relancer le groupe de travail, sauf que le Covid était passé par là, donc on avait beaucoup de professionnels qui avaient quitté l'établissement. Donc on s'est retrouvé avec un GT qui était quand même bien maigre. Donc on a ressollicité les professionnels, on a pu reconstituer un groupe de travail bien traitance. On a ressollicité l'Eureka pour qu'il nous reforme des nouveaux professionnels à l'outil. Entre-temps, l'outil avait un petit peu évolué, changé, donc en fait on s'est adapté et puis on a fait une modification du tableau et en fait on a pu continuer de retravailler. Donc on a réinitié une formation, on a pu repartir sur un travail de bien-traitance, d'un GT de bien-traitance avec des nouveaux professionnels, en sachant que les anciens en fait, briefaient et manageaient un petit peu les nouveaux. Et en fait, on a été assez efficace sur la fin de l'année. Voilà. Et donc, en 2023, on a continué. Avec en parallèle, on a eu donc nos visites des évaluations externes pour le secteur médico-social et la visite de certification fin d'année 2023, en novembre. Le travail mené par Jean-Marie au niveau du groupe de travail bien-traitance a permis de mettre en évidence la problématique des signalements au niveau de l'établissement, c'est-à-dire que les professionnels, on avait un système de signalement, mais alors c'était une fiche papier, et comme par un moment le mot maltraitance était à bannir des établissements de santé, nous n'avions pas une procédure de lutte contre la maltraitance, mais une procédure de lutte contre la non-bien-traitance. Et la fiche de signalement était une fiche de signalement de non-bien-traitance. Donc autant vous dire qu'un professionnel qui cherchait à signaler maltraitance, il cherchait le mot-clé maltraitance dans notre jet, il ne trouvait rien. Donc maintenant, on a repris tout ça aussi en fin d'année. On a appelé un chat, donc on a une procédure de lutte contre la maltraitance. Et au niveau des signalements, on a supprimé cette fiche papier qui existait, puisqu'on a une plateforme informatique pour la gestion des événements indésirables. Donc on a vraiment utilisé cette plateforme-là, qui est un outil proposé par l'Eureka. Et il y a différents mots-clés, et il y en a un qui est maltraitance. Donc on a vraiment communiqué auprès des professionnels pour leur dire si vous avez besoin de signaler, puisque le signalement peut se faire en plus de manière anonyme sur la plateforme Internet, besoin de signaler une suspicion de maltraitance, si vous voulez qu'un événement indésirable soit analysé avec un œil particulier, est-ce que c'est de la maltraitance ou pas, signalez-le avec le mot-clé maltraitance. Comme ça, moi, ça me met une petite alerte quand c'est signalé avec le mot-clé maltraitance, et ça permet après d'avoir un suivi différent par rapport à un événement indésirable classique ou standard, on va dire. Voilà, une petite aparté. Voilà. Donc 2023. Donc en fait, début d'année 2024, on a finalisé le travail du groupe de travail bien-traitance en EHPAD du SLD. Et en fait, on a fait une restitution, on a invité les professionnels du RECA à cette restitution pour clôturer, parce qu'en fait, on s'était déjà positionné dans le futur en se disant, une fois qu'on aura fini le groupe de travail GT bien-traitance EHPAD du SLD, on va le transférer en médecine SMR et en USLD. Et au SIAD. Et au SIAD, voilà. Donc en fait, en SMR et au SIAD, excusez-moi.
Et en fait, on avait décidé déjà anticiper ça. Donc, on avait demandé au cadre d'unité de médecine SMR d'identifier des personnes intéressées pour intégrer ce GT Bientraitance et au niveau du SIAD également. Et en fait, on a fait la transition. On a restitué donc en mars le bilan de l'EHPAD du SLD. Et en mai 2024, on a lancé le déploiement au niveau de la médecine SMR et du SIAD. Le RECA est revenu. Et j'ai sollicité 2 professionnels qui étaient du GT Bientraitance, l'EHPAD du SLD, pour venir à la formation et à la première séance de groupe de travail pour pouvoir un petit peu guider, initier, répondre aux questions. Et puis le passage de l'information et de la pédagogie entre pairs, ça fonctionne toujours très bien. Donc en fait, elles avaient les mots, les références, les exemples à donner pour qu'on avance plus vite au niveau des termes de criticité, ce qu'on va voir tout de suite, les cotations au niveau de la cartographie des risques. Parce que la cartographie des risques, c'était quand même un tableau qui était quand même conséquent. On pouvait difficilement le faire mettre sur une diapositive. Mais en fait, je veux dire, je vais tenter de vous l'expliquer au mieux. Alors, au niveau de l'évaluation de cette démarche, finalement, de tout ce groupe de travail de prévention des risques de maltraitance, on peut dire qu'elles ont été évaluées au niveau des évaluations externes, donc EHPAD, accueil de jour et SIAD. Il y a 3 critères impératifs qui sont ciblés, donc qui font partie du chapitre 3.11. Je vous laisserai les relire. Alors, ceux qui n'ont pas de secteur médico-social les connaissent peut-être un peu moins, mais de toute façon, c'est calqué sur le secteur sanitaire. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une note maximale de 4, puisque c'est 4 sur 4, et vous pouvez avoir des étoiles. C'est-à-dire que si vous allez au-delà des attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé, vous avez le droit à une étoile. C'est un petit peu comme un bon point à l'école. Donc, on est quand même content parce qu'on a eu une étoile sur ce point-là. Donc, ça permettait aussi de valoriser auprès des professionnels le travail qui a été fait. Donc, ça peut paraître anecdotique, cette histoire d'étoiles, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et au niveau des restitutions, on a à cœur de valoriser vraiment le boulot qui est fait par les soignants au quotidien. Donc l'étoile qu'on a eue, c'est justement sur l'identification des situations à risque pouvant générer des actes de maltraitance et de violence. Donc c'est vraiment l'outil qui a été proposé par le RECA et qu'on a mis en œuvre sur l'établissement. Et les évaluateurs ont salué le travail exemplaire et spécifique, je reprends les termes dans le rapport, sur cette thématique et se sont montrés très intéressés par la méthodologie. Au niveau du secteur sanitaire, donc notre certification, donc selon le référentiel 2023, mais de toute façon, il n'y a pas eu de modification majeure sur cette prévention des risques de maltraitance. Donc il y avait 3 critères ciblés, dont un critère impératif. Tous les éléments d'évaluation de ces critères ont été évalués à 100%. Et lors de la réunion de restitution, la lutte contre la maltraitance a été soulignée comme un point fort par les experts visiteurs. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a valorisé auprès des équipes parce que c'était quand même quelque chose de chronophage, de choses. Enfin, ils s'impliquent dans un groupe de travail, ça leur demande quand même un petit peu de temps, de réflexion. Il faut qu'ils sortent de leur quotidien pour travailler sur un truc qui paraît un peu plus administratif. Donc des fois, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est très important de valoriser le travail des professionnels sur le terrain. Au niveau de l'outil du RECA, donc quand le RECA vient, ils nous ont bien... Alors, pas en 2019, puisqu'il n'y avait pas encore la définition dans le Code d'action sociale et des familles, mais depuis 2022, la maltraitance a sa définition dans le Code d'action sociale et des familles. Donc, les nouvelles formations qui ont été mises en place par le RECA en 2022, c'était ça, la reprise 2022. La première chose, c'est vraiment de se pencher sur cette définition de la maltraitance, puisque c'est quand même ça qui permet d'établir les bases. Et ce qui est très important à retenir, c'est que toute l'atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Il y a des fois où les professionnels vont avoir tendance à parler de maltraitance
alors que finalement, il s'agit plutôt d'agression d'agression de la part soit des patients, soit des visiteurs. Là, on n'est pas dans une situation de maltraitance. C'est vraiment, on essaye de recadrer aussi au maximum les choses pour qu'on puisse bien cerner le principe la maltraitance dans notre établissement et donc la lutte contre la prévention contre la maltraitance. La définition, elle est très large et ce qui est très intéressant aussi dans les formations du RECA, c'est d'ouvrir l'esprit sur toutes les situations rencontrées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la maltraitance physique, sexuelle, psychologique, matérielle et financière, des choses auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord. La maltraitance par atteinte aux droits, la maltraitance liée aux soins. Alors, ces maltraitances sont généralement le résultat de négligence et des maltraitances institutionnelles. Donc, c'est vraiment important au niveau de la formation du RECA. Je trouve qu'elle est très bien faite pour ça. C'est que ça ouvre les esprits sur tous les types de maltraitances qu'il peut y avoir et pas que les maltraitances physiques ou sexuelles qui sont celles qu'on entend malheureusement le plus fréquemment. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Jean-Marie qui va vous... Voilà. Donc au niveau qualité par rapport à la cotation des risques, c'est des choses que je pense que vous retrouverez tous par rapport à la cotation de la fréquence, rare, occasionnelle, fréquent, très fréquent, de la gravité. Dans la cartographie des risques, ça nous permet de coter, de donner une cotation au risque et en fait de voir un petit peu où on se situe par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans le vert ou est-ce qu'on est dans le rouge, afin de prioriser nos actions, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on va se dire, bon, on va déjà prendre les rouges en premier pour se dire, pour pouvoir prioriser nos actions. La criticité pondérée, donc en fait, une fois si on a des mesures barrières ou si on a des choses qu'on a déjà mis en place, est-ce que ce qu'on a déjà mis en place, est-ce que c'est suffisant ou insuffisant? Donc ça, c'est vraiment au niveau de la qualité. C'est le travail c'était le travail proposé par le RECA. C'était nous, on s'était positionné sur ce sujet-là. Mais en fait, le travail, dans le groupe de travail bien-traitance, ou comme dans les groupes de travail où vous avez des professionnels, infirmières, aides-soignants, SH, qui viennent travailler, en fait, ça développe aussi la culture. Ce qui fait que c'est des personnes qui ont participé à ce groupe de travail. À un moment donné, vous voyez qu'elles se mettent à se poser des questions qu'elles ne se posaient pas avant. Des choses basiques. Avant de changer de diapositive pour avoir des choses un petit peu plus concrètes, je vais vous donner un exemple simple. Dans la cotation, dans la cartographie des risques, nous avons dans les dysfonctionnements le non-respect de la vie privée, de l'espace privé. Donc quand on parle de ça, on imagine plein de choses. Et en fait, les personnes se sont positionnées par rapport à... Est-ce que moi, en EHPAD, en tant que professionnel, quand je rentre dans une chambre d'EHPAD, est-ce que je frappe à la porte avant d'entrer? Oui, non. Et si jamais je frappe à la porte, est-ce que j'attends que le résident, s'il est en capacité de me répondre, me dise « entrez » ou « un instant, s'il vous plaît ». Jamais. Donc en fait, par rapport à ça, les professionnels ont côté, le non-respect, oui, c'est très fréquent. Et puis, donc, c'est très fréquent parce qu'on ne frappe pas, ou on frappe peu, et on n'attend pas la réponse. Donc, en fait, on était dans une criticité 12, donc en rouge, avec une maîtrise du risque très, très faible, donc à 0,7. Donc, on était resté dans le rouge au niveau de la cotation. Et en fait, par rapport à ça, c'est ensuite, quand on a identifié le problème, c'est qu'est-ce qu'on met en place par rapport à ça. Donc, il y a eu de l'information, il y a eu des affiches dans les services, on a mis des affiches sur les portes des résidents pour voir... et puis, du style, vous entrez dans un espace privé, veuillez attendre après avoir frappé à la porte. On ne les a pas laissés, mais à un moment donné, c'est pour sensibiliser les professionnels à dire, à un moment donné, je rentre chez quelqu'un, c'est un lieu de vie, c'est un domicile, donc je fais comme si je rentrais dans une maison. Donc on a illustré 2 autres exemples de dysfonctionnement majeur. Voilà. Donc, les risques, absence, insuffisance de réflexion pluridisciplinaire sur les soins palliatifs à dispenser. En USLD EHPAD 1, le lien réel et effectif avec l'équipe mobile de soins palliatifs, avec la mise en place des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire fréquentes en EHPAD 1 et USLD. C'est le même bâtiment. Il y avait un bâtiment qui fonctionnait bien par rapport à ça, que c'était quelque chose qui
qui était en continu. Il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Par contre, un autre pavillon, c'était non systématique. Il y avait l'absence de réponse médicale en lien avec les situations palliatives, peu de RCP, et toujours difficile à en mettre en place. Après, il y a le contexte un petit peu géographique. C'est un bâtiment qui était encore un petit peu plus loin. Et dans l'USLD Padin, en USLD, nous avions 3 médecins libéraux qui interviennent régulièrement. Donc, en fait, ils sont toutes les semaines dans le bâtiment. Ils viennent voir les résidents, ils viennent suivre le résident. Et comme ils sont dans le même bâtiment, ben, ils descendent à l'étage en dessous, c'est plus facile. Par contre, l'autre bâtiment, les PAD 2, il est plus loin et il faut se déplacer spécifiquement pour y aller. Donc, en fait, c'était toujours difficile à mobiliser. Donc, la cotation finale 6,3 sur un maximum de 16. Donc, on a formé les professionnels de soins aux soins palliatifs. On a mis en place avec l'équipe mobile de soins palliatifs de Pontarlier des formations spécifiques pour que ces professionnels soient formés par rapport aux attendus. Et en fait, par rapport à ces attendus, ben maintenant, les professionnels, ils appellent plus facilement l'équipe mobile de soins palliatifs. Ils sollicitent le médecin pour qu'ils interviennent, pour faire des RCP, parce qu'ils ont compris l'intérêt pour le résident d'œuvrer dans ce sens-là. Et puis, en fait, nous, c'est toujours la sollicitation des médecins libéraux. Ce n'est pas toujours évident. Donc, nous avons un médecin coordinateur qui va œuvrer auprès de ses confrères pour les sensibiliser, c'est-à-dire, à un moment donné, quand il y a une situation, il y a certaines situations qui ne peuvent pas attendre la semaine prochaine, quoi. Donc, en fait, un peu plus de réactivité au niveau des médecins libéraux. Voilà. Un autre exemple, donc, évaluation de la douleur. Donc, là, on a pris un exemple, puisqu'on a commencé, hein, vous avez compris qu'on a commencé au niveau de la médecine et du SMR, l'analyse des risques, hein, la catégorie des risques. Donc, on en a sorti un. Absence de décision pluridisciplinaire sur le choix de l'échelle d'évaluation de la douleur. On s'en est aperçu depuis longtemps quand on fait des IPC douleur, qu'en fait, on nous retrouve des fois différentes échelles de la douleur. Donc, en fait, on a décidé d'œuvrer là-dessus. Donc, c'était la personne qui fait l'admission qui opte pour un type d'échelle. Quand elle fait l'entretien d'accueil, elle voit les capacités de la personne, de dire en fait quelle échelle on peut noter. Sauf que quelques jours après, dans les jours qui suivent, en fait, ça peut évoluer. Donc, il a été décidé à l'échelle de choisir l'échelle en concertation infirmier et de soignants, et au staff hebdomadaire, donc en médecine le mardi et en SMR le jeudi. Eh bien, en fait, en équipe pluridisciplinaire, on valide si l'échelle est maintenue ou si on change d'échelle par rapport à ce patient-là. Et en fait, ce choix de l'échelle, on fait un support informatique au niveau du DPI. On travaille sur Osiris, donc on travaille avec des EBM, des écrans bilan mesure. Dans l'écran bilan mesure du staff, du projet thérapeutique individualisé du patient, on a notifié l'échelle choisie pour la douleur, en sachant qu'elle peut évaluer suivant l'état du patient. Donc, voilà, donc nous avons terminé notre présentation. On peut répondre à vos questions tout de suite ou plus tard pendant le temps du déjeuner, si vous avez des petites choses à nous questionner par rapport à notre pratique. Je voulais terminer aussi donc là où on vous présente le travail sur le GT bien-traitance, mais en fait je rebondis sur les propos que nous avons initiés. Ça veut dire que c'est un travail sur toutes les thématiques, c'est un travail au quotidien sur l'ensemble des thématiques, et en fait on travaille en collaboration étroite avec le service qualité, avec les cadres. Et en fait, il y a une formation au niveau de l'encadrement. On stimule ça parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on gagne du temps en travaillant systématiquement sur la qualité, parce qu'en fait, on ne revient pas 2 fois sur on a des problématiques, on trouve une solution, mais cette solution-là, est-ce qu'elle correspond aux critères qui sont attendus? Voilà. À vous. Moi, je voulais savoir quels freins éventuels vous avez pu rencontrer au niveau des soignants sur votre cartographie des risques.
comment vous l'avez amené? C'est quelque chose de très large qui touche aussi vraiment, entre guillemets, ça peut implicitement soulever le professionnalisme. Comment vous avez réussi à aller vraiment sur l'identification de tous les risques? En fait, dans l'animation des réunions, en fait, on prenait action par action, quoi, thématique par thématique. Et en fait, systématiquement, je posais la question aux soignants, je dis comment vous le comprenez? Parce que ma compréhension n'est pas la leur. Donc en fait, moi, je mettais certains points derrière, je mettais certaines choses derrière, et elles en mettaient d'autres. Donc en fait, on se concertait. Et puis par rapport à ça, en fait, ça ouvrait beaucoup la discussion. Ça ouvrait la discussion, et en fait, on répondait, ben oui, vous dites ça, mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce qu'on faisait une graduation? Et en fait, ça nous aussi, par rapport à cette approche thématique, et en fait, de modifier notre cotation du risque. C'est-à-dire qu'en fait, oui, quand on a dit, par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à l'ouverture de la porte, en fait, les professionnels se sont dit, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, en fait, elles ne sont pas bêtes, hein, je veux dire, elles le savent, et puis elles se rendent compte que, oui, on ne frappe pas, des fois, on laisse les portes ouvertes, donc à un moment donné. Mais d'un côté, cette réflexion-là, elle aboutit à un travail, à une réponse, mais en même temps, en fait, on progresse, parce que quand elles retournent dans les services, quand elles vont travailler, ils vont dire tu as laissé la porte ouverte, tu n'as pas entendu, voilà quoi. Donc en fait, il y a un travail comme ça ça chemine quoi. Voilà. J'ai répondu à la question? De rien. Je voulais juste savoir comment vous avez concilié, alors je ne sais pas si vous avez une charte de non-punition pour la déclaration des événements indésirables, mais quand il y a des actes de maltraitance avérés, voilà, comment vous conciliez cette charte de non-punition et des cas avérés de maltraitance de la part de salariés, par exemple? Alors, je parle sous couvert d'Anne. Il ne me semble pas, pour être tout à fait honnête, qu'on ait eu des événements indésirables liés à de la maltraitance. Souvent, c'est les professionnels qui s'aperçoivent, qui se posent la question, qui vont intervenir directement auprès du cadre de l'unité ou vers moi. Voilà. Directement, et en fait qui viennent soulever le problème. On écoute, on regarde, on fait une petite enquête, et en fait on fait une démarche par rapport à ça. Et si ça concerne, en général ça concerne une personne ou de façon isolée, en fait on reçoit cette personne-là avec le directeur, on écoute sa version, ce qui est dit, et en fait on essaye d'avancer comme ça. Après on a eu un cas il y a 2 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que la personne, c'était une ASH, donc quelqu'un qui n'était pas diplômé, hein, comme dans beaucoup de structures d'EHPAD. Et en fait, il n'y avait pas de volonté de nuire, mais il y avait une volonté, au contraire, de bien faire, mais à sa façon. Voilà, quoi. C'est-à-dire, dans la motivation, ça va aller, vous pouvez y aller, c'est rien, ça va passer. Mais dans ces propos-là, en fait, elle était involontairement maltraitante, quoi. Voilà. Parce qu'elle n'écoutait pas le résident. Voilà. Et en fait, elle a été reçue par le directeur, il y a eu des actions de mise en place par rapport à ça. Et en fait, c'est une professionnelle qui a progressé et qui a intégré la formation aide-soignante 3 ans après. Voilà. Et en fait, elle ne se rendait pas compte de son comportement maltraitant, entre guillemets. Et par rapport à votre question sur le principe de non-punition, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment dans l'ADN de l'établissement. C'est-à-dire que les gens sont vraiment dans une démarche d'amélioration continue et ça se ressent. C'est vraiment le travail de longue haleine depuis des années. Et comme le disait Jean-Marie, au niveau du groupe Bientraitance, l'exemple de frapper à la porte, c'est voilà, ils ne vont pas cacher la poussière sous le tapis en disant non, ça n'arrive jamais. Et puis en parler en dehors. Non, on en parle ouvertement. Oui, effectivement, ça arrive. Et on réfléchit de manière commune sur comment on peut améliorer les choses. On est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'établissement. Oui, on a beaucoup de déclarations d'événements indésirables au sein de l'établissement. Pour tout et pour rien. Oui, mais aussi. À un moment donné, je veux dire, on peut pas... On ne sanctionne pas et puis on ne fait aucune remarque négative. Hein. Donc nous, par exemple, sur Morteau, de temps en temps, de moins en moins, malheureusement, il y a de la neige. Si on a 14 événements indésirables la même journée parce qu'il y a de la neige sur le parking et puis que ça glisse,
ben, vous habitez à On dit, Morteau, OK, il y a venez de travailler la à neige. Morteau, il y a de la neige, quoi. Mais on ne va pas leur dire arrêtez. On leur dit surtout pas d'arrêter. On leur dit, ben, on les prend, on les met de côté, et puis on va dire, ben, voilà, quoi. On ne peut pas y faire grand-chose, quoi. Juste le risque, après, c'est de considérer qu'ils ne sont pas traités. Alors, Si on ne fait pas de réponse. par rapport à ça, au niveau des analyses des éléments indésirables, Anne Marchand les reçoit et en fait elle les sélectionne. Elle n'en enlève aucune. Elle ne fait pas de sélection négative de côté. Et en fait, on a mis en place depuis 2023, depuis janvier 2023, une analyse systématique de tous les événements indésirables liés aux soins. Donc, j'ai mis en place un groupe qui s'appelle FSEI, Analyse FSEI Soins, qui se réunit à chaque fin de trimestre et on reprend tous les événements indésirables de tous les services associés aux soins. À la fin du trimestre, on reprend tous les FSEI un par un. Il y a un tableau que Anne nous a fait. Et en fait, on reparle par rapport à ça, la criticité, le risque, la fréquence, et de se dire à un moment donné, est-ce qu'on met une action derrière par rapport à ça. Et à cette commission, il y a une infirmière et une aide-soignante de chaque service. Comme ça, en fait, elles s'aperçoivent aussi, et c'est ce qui a été le retour qu'elles nous ont fait, ça veut dire que ce qui est arrivé un jour dans un service peut se reproduire le lendemain dans un autre service. Donc, en fait, elles communiquent. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Donc, en fait, on analyse tout. Alors, des fois, on a des événements indésirables qui sont un petit peu tendus parce que ça met un peu une attaque envers certains médecins qui ne sont pas présents, qui ne répondent pas facilement aux questions. Eh bien, en fait, ça, on l'aborde quand même, mais on annonce que ça sera analysé par l'équipe médicale d'analyse des soins en CME. Voilà. Mais chaque événement indésirable reçoit une réponse, y compris le parking non déneigé. On a un support informatique qui s'appelle le commun. Et en fait, tous les professionnels peuvent y aller. Et en fait, les tableaux d'analyse des FSEI sont dans le commun. Donc, ils voient ce qui a été noté, comment ça a été noté, avec le numéro de référence, qu'est-ce qui a été mis. Et en bout, c'est comment on a transmis l'information, qui a transmis l'information, qui a répondu, et qu'est-ce qui a été mis au bout. Voilà. Donc, en fait, les personnes sont informées du suivi. On va s'arrêter là pour les questions sur l'intervention, puisque le dernier intervenant de la matinée